Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison remplie de nouveautés pour l'After Game. Avant de retrouver vos chroniqueurs en plateau, laissez-moi vous présenter le sommaire. Aujourd'hui, qui pour succéder à Silvino à la tête de l'Olympique Lyonnais? L'OM va-t-il remonter la pente après la défaite 3-0 contre Amiens? Et enfin, nous parlerons plus généralement de la Ligue 1 et un mot sur les championnats européens. L'After Game saison 2 épisode 1, ça commence maintenant. Et comme prévu, on se retrouve en plateau avec vos experts. Laissez-moi vous les présenter. Avec nous aujourd'hui, Isaac Tiguilé. Salut Isaac. Salut Lucas, salut Enzo, salut Johan. Très content de vous retrouver, à vous trois et à vous tous sur l'After Game sur YouTube. À mes côtés, Enzo Buonalana. Salut Enzo. Salut Lucas, salut Johan et salut Isaac. Merci encore on revient en forme avec de nouvelles surprises et de nouveaux invités. Merci. On revient en force aussi avec Johan Gilles. Salut Yo. Salut les gars, je suis très content d'être de retour ici pour parler un peu de notre passion quand même qui est le football. Et très heureux de vous retrouver, vous qui nous suivez depuis quelques temps. Depuis le début aussi. On va parler maintenant de Silvino, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, arrivé il y a seulement 4 mois, a été licencié lundi au lendemain de la défaite 1-0 contre Saint-Etienne. Le club lyonnais lui a annoncé dans un communiqué avoir décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de l'entraîneur brésilien. En attendant, messieurs, l'entraînement sera assuré par Gérald Baticle, sous la direction toujours de Juninho, qui lui reste directeur sportif. Les gars, est-ce la bonne décision pour l'Olympique Lyonnais? Isaac. D'abord, moi j'ai été surpris, je ne m'y attendais pas à l'éviction de Silvino. Surtout après la victoire face au RB Leipzig à l'extérieur, je pensais voir Lyon se relancer, peut-être retrouver un groupe lyonnais soudé. Ensuite, après les 2 premières victoires face à Monaco et face à Angers, 6-0, je pensais que l'Olympique Lyonnais allait entamer une très bonne saison. J'étais même de ceux qui pensaient que Lyon aurait pu titiller le Paris Saint-Germain pour une possible victoire finale au titre de champion. Après, je pense que la descente aux enfers s'est fait après le match nul 2 buts partout face à Amiens lors de l'égalisation à la 90e minute de Baudemer. Après ça, l'Olympique Lyonnais a enchaîné 7 matchs sans victoire. Et le coup de grâce, ça a été face à la défaite au derby face à la Saint-Etienne. Aulas et Silvino devaient prendre une décision radicale. C'est Silvino qui en a fait les frais. Mais bon, moi je trouve qu'il a payé de son inexpérience. Une première aventure en tant qu'entraîneur à l'Olympique Lyonnais, c'est pas un club facile à entraîner. Il a juste été adjoint dans une sélection nationale qui est le Brésil, mais bon, on sait tous que entraîner en sélection nationale, ça demande pas beaucoup de travail. On parle d'une quarantaine de jours par an, donc je trouve qu'il a payé de son expérience et celle de Juninho, car Juninho dans le football, après avoir arrêté, il n'a pas eu d'activité, ne serait-ce que même au Brésil. Donc je trouve que déjà c'est 2 erreurs de Aulas d'avoir pris Juninho en tant que directeur sportif et de l'avoir laissé choisir le coach. Avant de vous donner la parole, les gars, en ce qui concerne le bilan de Silvino, 9 points après 9 journées. En ce qui concerne Bruno Genesio, ancien entraîneur de l'OL, 13 points en 2017, 16 points en 2018 et 14 points en 2019. A noter que c'est le plus mauvais départ depuis 1995. Alors pour toi, est-ce que Jean-Michel Aulas a pris la bonne décision? Alors pour moi, je l'avais annoncé, il n'y a pas de surprise, je l'avais annoncé avant le derby. Malgré la victoire à Leipzig 2-0, si Lyon s'inclinait lors du derby, pour moi, Aulas, je pensais qu'il allait virer Silvino, c'est ce qu'il a fait. Alors après, j'aimerais revenir sur le début de saison de Lyon. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'enflammades, notamment toi, Isaac, qui pensait que Lyon, mais c'est bien, tu l'avoues au moins, que Lyon pouvait titiller Paris jusqu'à la fin de la saison.
Après les 2 premières journées, certes, ils ont marqué 9 buts. Mais bon, si on regarde un peu plus les matchs, contre Monaco, 3-0. Monaco, c'était une équipe encore malade. Et d'ailleurs, ils sont pas. Fabregas Voilà, à la 30e minute de jeu. Donc ils ont marqué très tôt dans le match. Voilà, donc ils ont joué 1 heure en infériorité numérique, ça joue. Et puis après, contre Angers, alors je dis pas que Lyon n'a pas été monstrueux dans le jeu, mais 6-0, c'est quand même un score assez lourd au vu de la physionomie du match. Angers, il y a quand même eu des sacrées erreurs défensives et notamment des boulettes de Butel au cage. Donc pour moi, 6-0, c'est un peu un score flatteur. Voilà, puis derrière, on sait qu'ils n'ont pas gagné pendant 7 matchs. Donc voilà, pour moi, c'est logique. Un club qui a pour ambition de terminer, voilà, pour au début, peut-être qui ambitionnait de titiller Paris, mais l'objectif, c'est quand même de se qualifier pour Ligue des Champions, de terminer 2e ou 3e, donc derrière le PSG. Et donc voilà, pour moi, c'est logique qu'il limoge Silvinho. Et puis pour revenir sur ce qu'il a dit Isaac, c'est quand même une sacrée erreur de Juninho, directeur sportif. Alors pour l'instant, il est intouchable parce qu'il vient d'arriver, mais c'est quand même lui qui a décidé de le faire venir. Là, Aulas aussi, il est remis en question sur ce choix-là. Enzo. Ouais, moi je voudrais parler tout d'abord, comme j'en ai parlé hors antenne aussi avec Isaac et Johan et Lucas. Le mercato de Lyon pour moi n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Parce que l'OL joue la Ligue des Champions, se prétend être un grand de France et peut-être un grand entre guillemets d'Europe. Mais pour moi, ils n'ont pas remplacé les départs de Tanguy Ndombele et de Nabil Fekir. Même si on sait que Reine Adélaïde est arrivé, c'est pas le même profil que Tanguy Ndombele. Et au milieu de terrain, on voit que le manque de Tanguy Ndombele est clivant et que Lucas Touzard ne fait pas le... Même si Lucas Touzard fait un début de saison moyen, il n'est pas au niveau de Tanguy Ndombele. Et derrière, la charnière, Anderson ne réalise pas un bon début de saison avec beaucoup d'erreurs. Donc voilà, je pense que c'est un tout qui a fait le licenciement de Silvinho. Et au départ, comme vous l'avez dit tous les deux, Silvinho n'était peut-être pas le bon prétendant pour reprendre la place à Bruno Genesio. Et le match pour moi qui a été la confirmation, c'est contre Paris. Contre Paris, on a vu une équipe de Lyon défensive alors qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça. Et ils ont craqué à la fin alors qu'on sait que Lyon, normalement, c'est une équipe jusqu'à la fin qui est capable de marquer un but dans les dernières minutes. Et craquer comme ça, c'était pas dans l'ADN de l'Olympique Lyonnais. Et après, par contre, contre Saint-Etienne, moi aussi, je pensais que c'était le match fatidique pour Silvinho. Il jouait sa survie contre Saint-Etienne. C'est un derby, on sait que Lyon et Saint-Etienne, c'est un derby très important pour les deux équipes. Donc aussi, ça s'est joué sur l'honneur de Jean-Michel Aulas. Et même, on a vu Anthony Lopez à la fin du match sur le micro de Laurent Paganelli. Il était presque en pleurs, donc c'était vraiment un match très important. Donc là, le licenciement de Silvinho n'est pas une surprise pour moi. Après, pour revenir un peu sur ce que tu as dit, Enzo, déjà au tout départ, concernant les recrues, ouais, comme tu le sais, moi, sur ce point-là, je ne suis pas très d'accord avec toi, car je trouve que les recrues de Lyon, justement, il y a de très bonnes recrues. Je pense par exemple à Thiago Mendes, Jean-Lucas et même, comme tu as dit, Reine Adélaïde. Moi, je trouve que le problème, c'est vraiment Silvinho, car déjà, on sait que concernant, déjà avant le début de saison, il a annoncé que son schéma de jeu devrait être le 4-3-3, qu'il allait jouer un jeu de possession très offensif. Et on s'est retrouvé avec un Olympique Lyonnais déjà avec des latéraux, les latéraux sur les côtés qui restaient très défensifs, qui restaient derrière, qui ne montaient pas beaucoup, alors qu'on sait que le jeu moderne actuel demande à ce que les latéraux soient très offensifs. Et il a utilisé aussi 3 différents schémas de jeu. Je pense au 3-5-2, je pense à un 4-2-3-1, en plus des 4-3-3. Donc il n'y avait pas aussi une régularité dans les schémas proposés par Silvinho. Il a utilisé 20 joueurs différents aussi. Et comme tu as parlé de Lucas Touzard, on sait très bien que sous Genesio, c'était justement un joueur qui a été beaucoup remis en question. Aujourd'hui, il le remet en jeu. Après, il y a eu le cas de Moussa Dembélé qui a marqué plusieurs buts en ce début de saison et qui s'est retrouvé par exemple sur le banc des remplaçants au derby face à Saint-Etienne. Et lorsqu'il est rentré, on a vu qu'il aurait pu apporter quelque chose. Après, dans ce derby-là, la victoire elle a été remportée par la Saint-Etienne, mais elle aurait aussi pu être remportée par l'Olympique Lyonnais. Il y a eu plusieurs actions, par exemple d'Oussama Aouar qui aurait pu permettre à Lyon d'ouvrir la marque. Après, comme vous l'avez dit, c'est un derby. La défaite de Lyon a fait très mal à Silvinho, mais moi je trouve que les joueurs de l'Olympique Lyonnais ce sont de très bons joueurs. Ils se relèveront, mais sans Silvinho, car Silvinho il paye de son inexpérience en tout cas. Moi je vais revenir 2 secondes sur le derby. Lyon, ils ont joué un peu sur la défensive. Ils ont été, on va dire, timorés.
Et la victoire, c'est surtout joué à l'agressivité, à la hargne, au cœur, À l'envie, à surtout. l'envie, voilà, mis par les Stéphanois, avec la première de Claude Puel. Alors après, c'est une première de Claude Puel. On sait que Saint-Etienne aussi, c'était dans un climat un peu compliqué. Ben, justement, avant le derby, c'était Saint-Etienne qui était plus en crise que Ouais, mais au l'Olympique final, Lyonnais. Aujourd'hui, ça tourne. Saint-Etienne est devant Lyon à l'heure actuelle. Oui, bien sûr, non, j'ai pas j'ai 2 pas points dit- d'avance. Voilà, c'est pour ça que Je crois le que je mot le crise confère. était peut-être un peu fort. Voilà, moi, Mais j'ai jamais juste parlé de avant, crise pour Saint-Etienne, en tout cas. Après, juste avant le match, Saint-Etienne, bon, il y avait des matchs un peu délicats en Europa League. En Ouais, mais championnat, ça pas- n'arrivait je pas à pense que gagner. la différence entre Lyon et Saint-Etienne, c'est que les joueurs de Lyon ont peut-être lâché Silvino, au contraire des joueurs de Saint-Etienne qui n'ont pas lâché Ghislain Printemps. Même si les résultats n'étaient pas là, ils ont quand même été toujours là pour lui. On a vu, je me rappelle plus qui a marqué, qui a sauté dans les bras Debuchy qui qui lui a marque. embrassé le front Voilà, de Printemps. Non, de moi je Printemps. pense, Oui, je mais pense après, que, c'est je pense que dualité. c'est une partie du vestiaire qui a lâché Printemps et une autre qui était encore au Et moi, soutien. tandis de que son je pense coach. On a que- vu les déclarations, par exemple, des dirigeants de Saint-Etienne. Bon, on n'a pas vu les joueurs de Saint-Etienne marquer clairement leur soutien à Ghislain Printemps. Les Il est- déclarations de Romeyer quand même étaient fortes. Oui, ben Quand on dit justement. qu'on s'est trompé en erreur de casting, Ouais. qu'on a pris un numéro 2. Ben c'est justement, fort, quoi. après cela, on n'a pas vu un groupe de la Saint-Etienne soudé, soutenir. Après, Ghislain c'est Une Printemps. moitié de l'effectif. Après, c'est compliqué parce que c'est comme si tu contredis ton patron. C'est dur aussi de contredire son patron d'aller à l'encontre de son président. Tu vois ce que je veux dire? Ben, on a vu plusieurs cas où c'était le cas. Lorsque les joueurs étaient soudés envers leur entraîneur, ils étaient vraiment soudés Ah oui. pour leur Après, entraîneur. c'est compliqué. Si les joueurs sentent que le Printemps est l'homme de la situation, ils le soutiendront jusqu'au Bien sûr. bout. Ils ont senti que c'était Aller à pas le l'encontre cas. du président, c'est compliqué, quand même, surtout devant tout le monde. À l'intérieur du vestiaire, Après, oui, mais peut-être médiatiquement, c'est plus compliqué Ah, pour certains les l'ont joueurs. ouais, fait. certains Certains l'ont- l'ont fait. certains le font, on Debuchy, l'a vu Amouma, plusieurs par fois. exemple, ils l'ont fait. Ils ont soutenu médiatiquement leur coach. Oui, mais pas là à l'encontre de Romeyer après les déclarations. Non, Tu vois ce que bien je veux sûr, dire? Bien sûr, mais Et après, après, ils vont pas en venir au clash quand même. Ça reste Ah, Non, professionnel. pas en venir au clash. Mais après, le on choix t'a- avait on t'a été juste pris. Le dit, choix avait été pris voilà, depuis Oui, longtemps. non, on a mais juste oui. dit d'avoir montré le soutien au coach. Après, il y a eu l'arrivée de Claude Puel, un très bon entraîneur qui a fait du très bon travail partout où Partout il où est il est passé. passé. ouais. Et donc, il a remporté cette victoire avec les Saint-Etienne, mais il venait juste d'arriver. Il n'a pas eu le temps de mettre vraiment son jeu en place, de donner un peu sa méthode de jeu aux joueurs de Saint-Etienne. Donc, je pense que Saint-Etienne ira beaucoup mieux. Et c'est surtout ce cas de figure-là que Saint-Etienne a adopté aussi, peut-être qui a poussé Jean-Michel Aulas à vite Ouais. prendre des décisions, car vaut mieux se rendre compte de son erreur tôt que vraiment s'enfoncer dans un trou pas possible où Lyon ça serait très perdu en tout cas. Justement, pour revenir sur Claude Puel, il a eu très peu de temps, mais le peu de temps qu'il a eu, il a mis en place une tactique très Mais très justement, maligne, j'ai envie de dire, parce que il a bloqué, il a analysé très rapidement le jeu de Lyon en bloquant l'axe, j'ai envie de dire, et après il a mis des joueurs frais, il a fait des choix forts en mettant Wabi Kadri sur le banc, en titularisant Abi Diony qui avait joué seulement 19 minutes sous Printemps, et ça a marché, donc Et- bravo à Claude Et- Puel. ouais, l'arrivée de Claude Puel me fait penser un peu, même si c'est pas le même contexte, etc., à l'arrivée de Rudy Garcia à l'OM. Premier match de Claude Puel, Lyon, un derby. Premier match de Rudy Garcia, c'est quand même le classico à l'extérieur surtout. Et il arrive à réaliser un match nul. Et là, Claude Puel arrive à réaliser une victoire. Après, on verra bien sûr le travail de Claude Puel à Saint-Etienne. Les gars, pour revenir à l'éviction de Silvino, sont pressentis au poste d'entraîneur pour le remplacer Laurent Blanc, Giorgio Sampaoli et Arsène Wenger. Alors, messieurs, à vos ardoises, pour vous, qui doit remplacer Silvino? c'est une nouveauté de l'aftergame les Ardoises. C'est parti. On va commencer par Enzo. Dis-moi quand. J'y vais, Lucas. Bon, tu peux y aller. Alors, j'avais dit en off à mes collègues que j'allais dire une surprise. Je pense à Allegri. Alors pourquoi? C'est peut-être fort. Oui, c'est peut-être choix fort. fort, Ah ouais. C'est un choix fort. Non, mais je vais dire mes arguments. Pourquoi pas Allegri est un coach libre depuis la Juve cette année. Voilà, qui a rompu son contrat, enfin qui a eu une rupture de contrat. Lyon se prétend être aller plus loin en Ligue des Champions. Allegri est un coach top européen. Le salaire est élevé. Il touchait 7 millions par an à la Juve. Rappelons que Lyon, l'indemnité de rupture de contrat avec Silvino, c'est 4 millions. C'était dévoilé ce matin, mais Lyon a démenti. Donc on ne sait pas trop. Après, ça correspond bien au type de jeu de l'Olympique Lyonnais qui a un style offensif. Rappelons que quand même Allegri a amené la Juventus 2 fois en finale.
sans Ronaldo et que c'était quand même un style offensif. On a l'habitude de voir la Juve, un style défensif. Et là, il avait imprimé un style offensif avec son 4-3-3. Et c'est aussi son style préférentiel comme à l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que c'est une masse salariale importante, mais si l'Olympique Lyonnais veut retrouver sa plus grande hauteur en France et en Europe, Allegri est peut-être un choix fort. En tout cas, il n'a jamais été pressenti. Et moi, j'ai envie de dire que... c'est pour ça que j'ai dit c'est une Oui, surprise. c'est une surprise. Mais en tout cas, Aulas, il aime bien les entraîneurs français. Oui, voilà. Alors là, avec Silvino, il ne parlait pas un mot français. Mais on a vu le résultat. Donc je pense que Aulas préférera un entraîneur français. C'est pour ça que je voulais chercher une bonne surprise. Et qui plus est, qui connaît ce championnat français. Voilà. C'est pour ça que moi, c'est Laurent Blanc. Voilà, Laurent Blanc. Alors pourquoi ? Parce que Laurent Blanc, bon, déjà, c'est un très bon tacticien qui adopte, chaque équipe où il est passé, il y a plutôt du beau jeu. Et c'est un entraîneur qui connaît très bien le championnat français. Il a été champion de France avec Bordeaux. Pour moi, c'est le bon choix pour Lyon. Alors après, tu nous parles d'un entraîneur étranger. Moi, je pense que c'est plutôt un entraîneur vraiment français qui connaît le championnat français. Isaac. Alors moi c'est la même chose que Johan, moi c'est Laurent Blanc et je suis du même avis que Johan, c'est-à-dire que selon moi pour relancer actuellement l'Olympique Lyonnais qui est dans une situation très compliquée, il est favorable de recruter un entraîneur déjà français, donc Laurent Blanc qui est déjà un très grand joueur français. Ensuite, c'est un entraîneur qui a de l'expérience, comme tu l'as dit, Johan, il a remporté des championnats de France, que ce soit avec Bordeaux, que ce soit avec le Paris Saint-Germain. On sait tous que même avec Paris, il a adopté un jeu offensif, il est arrivé au moins 3 fois d'affilée en quart de finale. Bon, après, il y a une élimination un peu délicate face à Manchester City où il a changé de système de jeu, mais bon, je ne sais pas trop si on peut vraiment lui en vouloir énormément sur ce coup-là. Après, ça fait depuis 2016 qu'il n'entraîne plus. Est-ce que Laurent Blanc a toujours l'envie de reprendre un club ? Envie, je pense. Après, c'est peut-être... Il y avait des rumeurs qu'il a repoussé le FC Séville cet été. Avoir repoussé, bon, quand même, Séville, c'est un très bon club espagnol et européen. Il y avait aussi des contacts avec Manchester United à un moment où United envisageait de virer Solskjaer. Ensuite, pourquoi pas se relancer à l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc, s'il veut retrouver quand même le terrain, s'il a l'envie de retrouver le terrain, parce que on a eu aussi quelques échos qu'il avait peut-être l'envie de retrouver les terrains de football, mais en ayant un projet quand même adéquat et carré. Donc je pense qu'à l'Olympique Lyonnais, il peut le retrouver. C'est un club français, c'est peut-être ce qu'il veut retrouver, revenir en France, entraîner un club français. Donc je pense que Laurent Blanc, c'est un très bon choix. Après, la communication avec Jean-Michel Aulas et Juninho se fera plus facilement. Donc je pense que le meilleur choix serait Laurent Blanc. Ensuite, pour parler de surprise, comme tu l'as dit, Enzo, moi aussi j'ai une petite surprise, mais qui sera plus compliquée. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Marcelo Gallardo, entraîneur de River Plate, qui était l'objectif numéro 1 de Jean-Michel Aulas cet été, avant de faire venir et Juninho et Silvinho. C'est un entraîneur qui fait du très bon travail à River Plate. Il a remporté la dernière Copa Libertadores face à Boca Juniors, une grande finale quand même. Et récemment, j'ai vu qu'il a reçu les louanges de Pep Guardiola et que actuellement cet entraîneur-là est pressenti pour reprendre la succession de Valverde. Donc il sera annoncé au FC Barcelone. C'est pour ça que je dis qu'actuellement c'est très compliqué. Il y a aussi les compétitions internationales qui reprennent en Amérique du Sud. Mais c'est un entraîneur qui est en place depuis 2014 dans un très grand club qui est River Plate. Et juste ça, pour te c'est couper, pas facile. le River Plate a gagné 2-0 face à Boca Juniors récemment en demi-finale de la Coupe. Ouais. Donc c'est pour ça voilà, aussi que c'est un très bon entraîneur. C'était un objectif de Jean-Michel Aulas. Et pour revenir à Aulas, d'habitude c'est un président qui écoute que lui-même. Là actuellement il a fait face à une pression un peu générale qui était de changer d'entraîneur, de ne pas prolonger Genesio, même si le contrat de Genesio était de remporter la Coupe de France, cela n'a pas été rempli. Mais la pression générale et des supporters et des médias, c'est de voir le départ de Genesio. Mais après, si on ne prolonge pas Genesio, l'attente aussi générale était de voir l'arrivée d'un entraîneur plus huppé.
quand même plus huppé. Non, mais surtout qu'il fasse mieux. Voilà, qu'il fasse Ouais. mieux que Genesio. Je pense que les supporters maintenant attendent des résultats. Donc Ouais, là, c'est peut-être, ouais. Jean-Michel Aulas aussi il paye le fait de ne pas avoir fait qu'en sa tête et d'avoir écouté un peu l'avis des supporters parce qu'on a eu des échos qu'il a rencontré les groupes de supporters pour un peu voir la tendance concernant Genesio et bon, les supporters étaient... Mais là, c'est clair, le constat il est clair, c'est un échec. C'est un échec. Quand on Total. limoge un entraîneur, derrière il faut faire mieux. On a toujours dit que Genesio, malgré les critiques et l'envie des supporters, simplement qu'il soit limogé. Et c'est pas du style de la maison lyonnaise de Ouais, non, mais virer déjà, les entraîneurs. Il y en a que 3 Le constat il est clair, ils font moins bien. Guy Il fait moins bien, Stéphane en Silvino a fait moins 96 bien. et Guy Stéphane en 1996 et Hubert Fournier en 2015. Ouais, voilà. Donc trois entraîneurs virés, bon voilà, donc on voit que quand même c'est pas les habitudes de l'institution lyonnaise en tout cas. Dans tous les cas, les gars, on sait que dans quelques heures, Jean-Michel Aulas rencontrera Laurent Blanc. Donc, Et- affaire à suivre. Et Rudy Garcia qui doit le rencontrer vendredi. Aussi, on a vu ça, c'est une information du Parisien. Donc, C'est À la une voir, de ouais. l'équipe Ouais. aussi. On a... imaginons Grand que. oral de blanc. Et ouais, voilà. Donc, Laurent Blanc, après, moi, je voulais juste tirer une Vas-y. petite chose sur Laurent Blanc. Laurent Blanc, je pense que Laurent Blanc, oui, c'est le favori et je pense que c'est un bon entraîneur pour l'Olympique Lyonnais. Après, je persiste et je continue à dire que Laurent Blanc est un bon entraîneur avec son entraîneur adjoint, c'est-à-dire Gasset. S'il n'y a pas Gasset, on verra. Sincèrement, on verra de quoi il est capable. Mais je pense que Laurent Blanc, quand il a réussi à être champion de France avec Bordeaux et 3 fois champion de France avec le PSG, Jean-Louis Gasset était un acteur important de ce Oui, titre. certains joueurs l'ont dit, notamment Zlatan, il a dit le rôle important qu'avait Jean-Louis Gasset. Après, C'est j'espère un pour les entraîneur à Stéphanois. l'anglaise aussi. Ouais, voilà, Ouais. c'est exactement ce Et que je voulais j'espère pour dire. les Je pense Stéphanois que qui n'ira pas à Lyon. C'est un entraîneur à l'anglaise. Laurent Blanc, c'est un peu un manager, comme on peut avec en Angleterre, et c'est l'entraîneur adjoint qui fait tous les C'est entraînements. ça. Il Donc, a besoin d'avoir quelqu'un avec voilà, lui qui c'est ça. propose des entraînements. C'est un entraîneur. Donc ça aussi, à ça serait l'anglaise. intéressant de voir peut-être Laurent Blanc sans Jean-Louis Gasset pour voir de quoi il est capable seul. Les gars, maintenant, on va parler de l'Olympique de Marseille. Un début de saison compliqué avec plusieurs blessés pour les Marseillais. Alors, rappelons le calendrier compliqué pour l'OM. Prochaine rencontre, ce sera contre Strasbourg à domicile. Un déplacement également à Paris le 27 octobre. Et les 16e de finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco. Et par la suite, l'OM affrontera à domicile le LOSC et l'OL. Messieurs, pensez-vous que l'OM remontera la pente? Enzo. Remontera la pente, ça sera compliqué. Mais je pense qu'avec les retours là contre Strasbourg, il y a Boubacar Kamara qui va revenir en charnière centrale. Je pense que ça va faire un peu du bien à Villas-Boas. Je pense que Lucas Perrin va être mis sur le banc et ça serait une charnière Kamara-Tchaletatsar. Ça sera pas rassurant avec Tchaletatsar. Mais bon, je pense que c'est un calendrier compliqué et c'est un moment charnière pour Villas-Boas et ses hommes. Parce que c'est un gros calendrier, non des moindres. Monaco qui revient bien avec la paire Slimani Ben Yedder. Et défensivement, on sait que l'Olympique de Marseille n'est pas solide. Et après affronter le PSG, Lille et Lyon. Donc 3, on va à part Lyon, mais bien sûr, je pense que Lyon ne sera plus malade à cette heure-là. Donc ça sera vraiment un moment charnière pour les hommes de Villas-Boas. On a vu que Villas-Boas arrivait à faire quand même quelque chose avec les absences et avec les blessés et les suspendus. On a vu les jeunes entrer, on a vu qu'il a fait confiance aux jeunes, même s'il n'avait pas le choix, il a fait confiance aux jeunes. Et après, c'est sûr que c'est compliqué de faire confiance aux jeunes, parce que quand Liadji est rentré contre Amiens, beaucoup de supporters se sont dit, c'est notre sauveur. Et c'est pas le rôle des jeunes d'être le sauveur d'une équipe. Ils sont pas rentrés dans un bon contexte, mais Villas-Boas, pour moi, fait un bon travail à l'Olympique de Marseille, malgré on va dire, le départ moyen de cette saison. Isaac. Moi je trouve que déjà l'Olympique de Marseille garde la tête hors de l'eau justement grâce à leur coach qui est Villas-Boas et aussi un peu grâce au retour de forme de Steve Mandanda que Kenzo a beaucoup soutenu ces derniers temps. Il retrouve l'équipe de France, donc Steve Mandanda quand même retrouve un très bon niveau. On l'a beaucoup décrié surtout la saison dernière. J'avais dit l'année dernière qu'il avait sûrement, après je sais pas, mais j'avais dit quand même qu'il avait sûrement peut-être lâché l'équipe et qu'il se relèverait l'année prochaine et au final il se relève. C'est ce Donc, qui est arrivé. Donc le travail de Villas-Boas aussi c'était il a bricolé, surtout dans cette défense, il a beaucoup bricolé, de voir de mettre Sakai à gauche alors qu'il devrait jouer à droite, de remonter Bounassar au poste d'attaquant, de mettre Valère Germain sur un côté, de faire jouer le Lucas Perrin, les blessures de
de Thauvin, les suspensions de Camara, de Payet, c'est un peu compliqué. Alvaro aussi. Alvaro Gonzalez, Blessure la blessure d'Alvaro. qu'on a vu qui a été très bon quand même. Contre Saint-Etienne surtout. Surtout dans ce début de saison avant qu'il se blesse. C'est un très bon joueur qui a de Très bonne recrue, l'expérience. Très bonne recrue. Venu de Villarreal cet été. Donc Villas-Boas, heureusement qu'il est là, car je pense que l'Olympique de Marseille aurait été encore plus dans un plus gros gouffre à cette heure-ci s'il n'avait pas eu l'arrivée d'André Villas-Boas. Donc l'Olympique de Marseille remontera-t-il la pente, ça sera compliqué. Il y a de très grosses échéances. Justement, là, après Strasbourg, il y a un enchaînement Paris Saint-Germain, le 16e de finale face à Monaco, ensuite Lille et Lyon. Tout dépend aussi de l'état de forme de ces équipes-là, mais en tout cas, actuellement, là, déjà, le match face à Strasbourg sera très compliqué, car avoir perdu à Amiens déjà une défaite que j'avais annoncée, parce que après 3 matchs nuls, on n'a pas senti déjà l'Olympique de Marseille en place techniquement, déjà avoir des automatismes, une équipe qui commençait à bien s'entendre et à proposer un beau jeu fluide. Donc on attend les retours, surtout celui de Florent Thauvin qui fait beaucoup de mal à l'Olympique de Marseille. Beaucoup de bien à l'Olympique de Marseille. Heureusement qu'il y a eu les recrues. Je pense à l'attaquant Dario Benedetto. Ça faisait longtemps que l'Olympique de Marseille n'avait pas autant de bonnes recrues. Au moins, il a mis déjà 5 buts depuis le début de saison. S'il n'avait pas eu Dario Benedetto, bon, que serait l'OM? Mais bon, il est là aujourd'hui. Il y a Dario Benedetto à un bon niveau. Il y a André Villas-Boas qui arrive à bricoler avec le peu qu'il a. Et le retour en forme de Steve Mandanda. Donc, on espère retrouver un grand OM. Tu parlais de Benedetto. Benedetto, c'est 23 tirs, 11 cadrés. Et il a marqué 5 buts en 9 apparitions sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Johan? Moi, je rejoins tout ce qui a été dit. Après Marseille, donc 3 nuls et une défaite, c'est sûr qu'ils se doivent de réagir. Maintenant, je vais parler plutôt sur la globalité de la saison. Marseille n'a pas de Coupe d'Europe à jouer. Et comme le disait Giroud, une grande équipe qui a pour ambition de terminer dans le top 5 et qui ne joue pas la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, c'est 10 points en plus. C'est-à-dire que Saint-Etienne, là, joue la Coupe d'Europe, c'est 10 points en moins par rapport à l'année dernière. Alors, c'est statistique, c'est des moyennes. C'est en général, mais ça joue. Et après, comme vous l'avez dit, le retour de Thauvin qui devrait revenir fin décembre, début janvier. C'est sûr ou... Alors, début janvier, d'après ce que je sais, l'OM aimerait le faire revenir sur les terrains dès novembre. Dès fin novembre. Retour sur le terrain, pas en Ligue 1. Retour sur les terrains à l'entraînement. Dès novembre. Faire revenir... mais en Ligue 1. En Ligue 1, ils espèrent le premier match après la trêve hivernale. Le cas de Thauvin, il a été mal géré par l'Olympique de Marseille. On sait que sa blessure, il a traîné depuis un bon nombre de temps et que l'opération elle a été faite qu'en septembre, même s'il a fait une petite apparition face à Saint-Etienne. Mais là, le cas, il a été mal géré. On a tous eu les échos que l'Olympique de Marseille avait un grand staff médical. Et là, avec le cas de Florent Thauvin, qui est le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille, il a été mal géré et il n'a pas été très bien protégé. Il faut dire que le meilleur joueur de l'OM. Que contre Saint-Etienne, Florent Thauvin était rentré, mais c'était juste un essai pour voir s'il y avait besoin de faire une opération ou pas. Ça aussi, il faut le dire. Et bien sûr, comme tu l'as dit, le cas, il a été mal géré parce qu'il traîne sa blessure depuis fin avril. On voulait l'opérer cet été aux États-Unis, pendant la tournée aux États-Unis. Il a repris un coup. Il a repris un coup. C'est là où il s'est blessé d'ailleurs. Il s'est blessé, on voulait l'opérer. On a dit non, on attend, et au final, on a vu qu'il fallait une opération. Et je pense que c'est un mal pour un bien que. Après, c'est dur aussi pour revenir. C'est ça, il faut voir comment il revient, à quel état de forme. Voilà, même pour lui, je sais que en coulisses, on dit qu'ils se sont appelés avec Didier Deschamps. Et comme quoi, Didier Deschamps lui aurait dit Coco, tu peux avoir ta place pour l'Euro 2020, mais c'est pas parce que tu es Florian. Mais c'est pas parce que. Je finis. C'est pas parce que tu es Florian Thauvin que tu es champion du monde que tu vas rentrer directement. Ouais, ça, il faut que tu travailles. C'est comme tout le monde, même Giroud, parce que Giroud là, tout le monde le critique, mais
il a quand même une place importante en équipe de France. Mais pas à Tandis Chelsea. mais pas à Chelsea, mais il a une place importante en équipe de France. Ça, c'est notre débat. Tandis que Florent Thauvin n'a pas une place importante en équipe de France. Donc Deschamps lui a dit, Ah, il n'est jamais titulaire. voilà, Ouais. il faut que tu travailles pour espérer être à l'Euro 2020. Après, voilà, il faut Il y a- voir il y a- combien il revient. Il y a de la concurrence, il y a des joueurs qui reviennent bien, je pense à Kingsley Coman, il y a Ouais. des joueurs, par exemple... Même Iconé, hein. Iconé qui a... Ben, justement, Iconé, à contrario pardon, de Florent Thauvin, lors de ses apparitions, ben, il a été très bon, Iconé, alors que Florent Thauvin... Après, il n'est pas rentré dans des situations aussi. C'était un peu délicat aussi pour Thauvin de rentrer. Il est rentré en Coupe du Monde, il est rentré seulement 2 minutes contre l'Argentine. Il pouvait pas Ouais. non plus trop. Après, le peu que l'entraîneur te donne, il faut vite Ah, mais montrer. c'est pas en 2 minutes que tu Surtout peux. en équipe de France. Voilà, Non, mais et- je veux dire, et c'est là, pas- il connaît, c'est il a pas- vite saisi l'occasion, donc il connaît dans la hiérarchie, déjà au vu de l'état de forme et de. Bah de oui, ce il est qui blessé, s'est posé, Thauvin. ben, là, Thauvin, même s'il faudrait qu'il revienne à vraiment un très bon niveau. Et que déjà, ben, l'Olympique de Marseille retrouve le top 3. Parce que l'objectif de l'Olympique de Marseille, c'est retrouver la Ligue des Champions. Je suis désolé, mais on ne peut pas se permettre de retrouver l'Olympique de Marseille à une 4e place. Là, minimum, c'est la 3e place. On demande à l'Olympique de Marseille de retrouver la Ligue des Champions, d'avoir une progression. Dans la globalité, chaque saison, on veut que l'OM progresse. Donc là, l'objectif, c'est de retrouver la Ligue des Champions. C'est tout. Il faudrait que Florent Thauvin permette. Après, c'est pas Florent Thauvin qui permettra à l'Olympique de Marseille de retrouver la Ligue des Champions, mais il faut que là, l'équipe, comme je l'ai dit, Johan, sans Coupe d'Europe, ben, il devrait, normalement, on voit que bon, Monaco, ça met du temps un peu à prendre la sauce. On sait que bon, Lyon, c'est compliqué. Lille, ils peuvent peut-être manger un gros coup sur la tête en Ligue des Champions parce qu'ils affrontent de très grandes équipes, Chelsea, Valence, l'Ajax. Il faut que l'OM saisisse l'occasion. Après, c'est compliqué, mais là, l'objectif de l'Olympique de Marseille, c'est vraiment retrouver la Ligue des Champions. On ne peut pas se permettre d'annoncer un objectif rempli à la fin de saison, même si l'OM retrouve l'Europa League. Là, on veut voir un OM en Ligue des Champions. Justement, autour de tourner du pot, un pronostic. Marseille va-t-il terminer 3ème, oui ou non? Mais moi, je pense que, après, pour un pronostic, c'est compliqué, mais je pense que non, je pense pas que l'OM ait les armes, déjà, les armes dans l'effectif pour retrouver la Ligue des Champions. Même s'il y a un très bon attaquant déjà, ben, on a parlé avec Lucas des stades de Dario Benedetto, mais c'est un attaquant qui vient d'arriver en Europe, qui a 29 ans, qui a la trentaine. Déjà pour s'installer dans la durée, je pense pas que Dario Benedetto, ça sera l'attaquant que tu garderas et que tu t'installeras dans la durée avec lui. Bah, je pense que déjà dans quelques années, peut-être l'année prochaine ou bon, aller voir dans 2 ans, tout dépend de l'état de Benedetto, il faudra d'ores et déjà chercher un autre attaquant. Après, j'espère que la formation de l'Olympique de Marseille avec des joueurs comme Isaac Eliadji ou Nathan Ake et même Marley. Lucas Perrin, Marley Ake et Lucas Perrin en défense, j'espère que il y aura beaucoup de joueurs qui sortiront du centre de formation et peut-être qui exploseront aux yeux de l'OM. Pourquoi pas devenir nos sauveurs. Vaut mieux que ça soit des jeunes issus du centre de formation que personne. En tout cas. Les gars, on va vite faire rapidement un tour de table pour parler des 9 premières rencontres de Ligue 1. Yo, un petit mot. Alors un petit mot, ce qu'on remarque sur ces 9 premières journées, c'est qu'on assiste à un championnat très homogène. Quand on voit que qu'entre la 13e place, par exemple, pour prendre Saint-Etienne, et la 3e place, entre Saint-Etienne qui est 13e et la 3e place occupée par Angers avec 16 points, il n'y a que 5 points d'écart. Donc ça montre que c'est un championnat très homogène, et surtout, sans la manquer de respect, quand je vois que c'est Nantes 2e, 3e Angers, pour moi ça ne va pas durer. Alors peut-être jusqu'à la trêve hivernale, c'est possible. Mais en tout cas, pour assurer les supporters stéphanois, lyonnais qui sont en difficulté, et même marseillais, même s'ils sont un peu mieux, pour moi, tout reste possible encore pour terminer sur le podium. Derrière, l'ogre parisien. Et puis après, il y a certaines surprises, comme Reims qui réalise encore une Comme très belle l'année saison dernière, dans la ouais. continuité. Ils ont battu Lyon, ils ont battu Lille, ils sont allés s'imposer à Marseille lors de la première journée, à chaque fois 2-0. Voilà, des équipes aussi surprises, comme j'ai dit, Nantes, Angers. Donc voilà, c'est un championnat très homogène, très ouvert. Enzo, Je pense que Johan a. Isaac, rien à rajouter? Vite fait, peut-être un peu sur le Vas-y. Paris Saint-Germain. On voit que déjà le retour de Neymar a mis tout le monde d'accord. Voilà, Neymar, le très grand joueur qu'il est, a permis à remporter quelques victoires. Je pense à celle face à Strasbourg, je pense à celle où. Les 3, Oh, là où il a joué. Voilà, les 3 où il a joué, c'est Neymar qui a permis de remporter cette rencontre. On verra en Ligue des Champions ce qu'il pourra permettre peut-être à Paris de franchir le cap. Aussi, il y a la recrue Idrissa Gueye qui fait beaucoup de bien. 8 au matchs, Paris 8 Saint-Germain. victoires. Voilà,
On parlait la saison dernière sur le plateau qu'il fallait un numéro 6 et là ils ont Oui. trouvé Idrissa Gueye, donc c'est bravo au Paris Fin, Saint-Germain. hein. Aucun but Fallait encaissé quand il est titulaire. Donc ça veut tout dire. Les gars, on va mettre fin à l'émission. Ravi de vous avoir retrouvés pour cette nouvelle saison. Nous aussi, très contents. Merci à toi, toujours au top à la présentation. Merci à vous, c'est vous les stars, vous êtes Ah, Lucas. C'est Et- toi Lucas Star. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux, Twitter, Insta, maintenant un nouveau compte Insta et le site internet. Et on se retrouvera très très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, ciao. Ciao, ciao, ciao.